Un samedi de novembre à Lyon, une robe blanche, une mère qui serre le poignet d'Anne dans le couloir de la sacristie comme si elle voulait l'empêcher d'aller quelque part. Elle n'avait pas encore vu la berline noire. Ce que vous allez entendre est l'histoire d'une femme qui a appris à se tenir debout là où d'autres se seraient effondrés. Cette histoire est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles ne serait que pure coïncidence. La mère d'Anne lui attrapa le poignet le jour de son mariage, avec cette précision qu'elle avait toujours eue pour trouver exactement le bon endroit où faire mal. Et pendant une seconde, Anne regarda ses doigts serrés sur sa peau blanche, sous la dentelle du manchon en pensant à toutes les fois où cette même main l'avait poussée vers la porte, retirée d'une conversation, signifiait sans un mot que sa place était ailleurs, toujours ailleurs. Une divorcée, un enfant illégitime. « Tu vas traîner notre nom dans la boue. » Michel avait dit ça à voix basse, les dents presque serrées, avec ce sourire de façade qu'elle maintenait pour les invités qui passèrent dans le couloir de la sacristie en leur jetant des regards rapides. Et Anne avait senti le rouge lui monter au visage, non pas de honte mais de cette colère froide qu'elle connaissait depuis l'enfance et qu'elle avait appris à tenir en laisse comme un chien dangereux, parce que la lâcher lui avait toujours coûté plus cher qu'à sa mère. Dehors, les cloches de l'église Saint-Nizier sonnaient 11 heures dans le ciel gris de ce samedi de novembre à Lyon, et on entendait le murmure des 80 invités assis dans les rangées qui attendaient que la mariée apparaisse enfin, et Étienne qui attendait lui aussi devant l'autel, avec ce sourire tranquille qu'il avait pour toutes les situations difficiles, et qui avait longtemps rassuré Anne avant qu'elle comprenne que ce sourire signifiait surtout qu'il regardait ailleurs. Elle allait répondre à sa mère. Elle avait même ouvert la bouche pour dire quelque chose qu'elle n'aurait pas pu reprendre, quand un bruit de moteur traversa le silence de la sacristie, ce ronronnement grave et précis d'un moteur allemand bien entretenu, et quelque chose dans ce son l'arrêta net parce qu'il était déplacé, trop proche, trop lent pour une voiture qui passerait simplement. Michel lâcha son poignet. Par la fenêtre étroite qui donnait sur le parvis, Anne vit une berline noire se garer avec une lenteur délibérée, presque cérémonieuse, exactement devant les marches de l'église, et le chauffeur coupa le moteur sans descendre comme s'il attendait une permission. Et dans l'église, les murmures cessèrent d'un coup, avec ce silence particulier des salles, où 100 personnes retiennent leur souffle en même temps, et le père Marchetti s'interrompit au milieu d'une phrase sans la terminer. La portière arrière s'ouvrit. Un homme descendit, la cinquantaine, costume sombre, les cheveux grisonnants aux tempes, et il leva les yeux vers la façade de l'église avec cette expression de quelqu'un qui a fait un long trajet pour dire une seule chose et qui vérifie qu'il est arrivé au bon endroit. Et Anne le reconnut immédiatement, pas parce qu'il n'avait pas changé. Il avait changé, 12 ans font leur travail sur un visage, mais parce qu'il y avait dans sa façon de tenir les épaules, dans cette légère inclinaison de la tête vers la gauche qu'il avait toujours eue, quelque chose d'absolument inchangé qui traversa les 12 années d'un seul coup et atterrit dans sa poitrine comme une pierre froide. Frédéric, le père de Léa, l'homme qui était parti en 3 jours sans laisser de numéro. Elle se retourna vers sa mère. Michel n'avait pas bougé, elle regardait toujours par la fenêtre étroite, et ce que Anne vit sur son visage à cet instant précis n'était pas de la surprise. Pas cette expression qu'ont les gens quand quelque chose d'inattendu se produit devant eux, mais quelque chose de différent, de plus petit et de plus révélateur. Cette contraction imperceptible autour des yeux de quelqu'un qui voit arriver ce qu'il savait devoir arriver un jour, et qui réalise que ce jour est aujourd'hui. Michel connaissait cet homme. Pas de vue, pas de réputation, pas de photo montrée par quelqu'un d'autre, elle le connaissait. Et cette certitude traversa Anne avec une clarté si soudaine et si totale qu'elle dut s'appuyer une seconde contre le mur de la sacristie, parce que ce n'était pas une intuition, ce n'était pas une peur, c'était une évidence qui venait de prendre une forme définitive et irréversible dans sa tête, et toutes les choses qui n'avaient jamais tout à fait eu de sens au cours des 12 dernières années commençaient à s'aligner les unes après les autres avec cette précision froide et implacable des pièces d'un puzzle qu'on retourne enfin dans le bon sens. Dans l'église, quelqu'un appela son prénom. Anne ne se retourna pas vers Michel. Elle ne regarda pas Étienne qui s'avançait vers la porte. Elle garda les yeux fixés sur le visage de sa mère jusqu'à ce que Michel finisse par détourner le regard. Et dans ce détournement, il y avait tout ce qu'Anne avait besoin de savoir pour l'instant. Elle prit une longue inspiration,
redressa les épaules et sortit. 12 ans plus tôt, Anne avait 26 ans et travaillait comme assistante juridique dans un cabinet discret de la rue Salat à Lyon, un de ces endroits où personne ne remarquait grand-chose, parce que tout le monde était trop occupé à faire semblant d'être ailleurs, et c'est là qu'elle avait rencontré Frédéric, avocat associé, marié, père de 2 enfants, homme qui savait exactement quoi dire et quand le dire, ce qui est la forme la plus dangereuse de l'intelligence chez un homme. La relation avait duré 8 mois, le temps qu'il faut pour croire quelque chose qui n'est pas vrai. Quand Anne lui avait annoncé la grossesse un mardi matin dans le parking souterrain du cabinet, Frédéric avait hoché la tête avec cette expression de quelqu'un qui écoute attentivement, puis il avait dit qu'il avait une audience à 14 heures et qu'ils en parleraient plus tard. Et ce plus tard n'était jamais venu, parce que 3 jours après, il avait demandé sa mutation dans le bureau de Bordeaux, et Anne n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. Pas un message, pas un appel, rien, comme si... Ces 8 mois avaient été une erreur comptable, qu'on efface d'un trait de stylo. Elle avait appelé sa mère le soir même, debout dans sa cuisine avec les mains qui tremblaient légèrement au-dessus du téléphone, parce qu'elle n'avait personne d'autre à appeler, et que Michel était encore sa mère, malgré tout, malgré les 30 ans de distance calculée et de silence poli qui avaient remplacé chez elle ce que d'autres familles appelaient de l'amour, et Michel avait écouté sans l'interrompre, ce qui n'était pas dans ses habitudes, puis elle avait dit qu'elle allait en parler à son père et qu'Anne rappellerait le lendemain. Le lendemain, Michel avait décroché avec cette voix qu'elle prenait pour annoncer les choses déjà décidées, cette voix plate et définitive qui n'admettait aucune négociation. « Ton père et moi pensons que tu devrais régler ça rapidement. On peut t'aider financièrement si tu en as besoin. » Anne avait compris immédiatement ce que régler ça voulait dire, et elle avait senti quelque chose se fermer en elle, pas avec violence, mais avec cette précision silencieuse d'une porte qu'on verrouille de l'intérieur et dont on glisse la clé dans sa poche. « Je garde l'enfant, » dit-elle. Le silence qui avait suivi durait encore, quelque part. Elle avait accouché un jeudi de février à la clinique de la Croix-Rousse, sans personne dans la salle d'attente, sans fleurs sur la table de nuit, et quand l'infirmière lui avait tendu Léa emmaillotée dans une couverture blanche, Anne avait regardé ce visage minuscule et froissé en comprenant que personne n'allait venir, et que ce n'était plus un problème. Les années qui avaient suivi ressemblaient à un apprentissage permanent de choses que personne ne lui avait apprises. Comment nourrir un enfant seul à 3 heures du matin sans perdre la tête, comment expliquer à une garderie qu'il n'y avait pas de père à contacter, comment calculer un budget avec un salaire d'assistante et les frais d'une nounou, et elle avait appris tout ça sans se plaindre, parce que se plaindre n'avait jamais rien changé dans sa vie. Michel avait téléphoné 6 semaines après la naissance, une fois, pour demander si tout allait bien, et Anne avait dit oui parce que c'était plus simple que la vérité, et sa mère n'avait pas rappelé avant Noël, et à Noël, elle avait envoyé un body tie, 3 mois pour un enfant qui en avait déjà 4, sans un mot d'excuse pour le décalage. Léa avait grandi dans un appartement des Brotteaux, où les murs étaient minces et le chauffage capricieux, avec des livres empruntés à la bibliothèque municipale et des vacances dans un camping de l'Ardèche, parce que c'était ce qu'Anne pouvait offrir cette année-là, et l'année d'après, et encore l'année suivante. Et elle avait grandi sans manquer de l'essentiel et sans avoir tout le reste, ce qui est une forme d'éducation que peu de gens choisissent délibérément et qu'Anne avait appris à considérer non pas comme un échec, mais comme une précision. Un soir, Léa avait 7 ans et dessinait à la table de la cuisine pendant qu'Anne préparait le dîner, et elle avait levé les yeux de sa feuille pour demander sans préambule si elle avait un papa quelque part, et Anne avait posé sa cuillère, s'était assise en face d'elle et lui avait répondu que oui, quelque part, mais que cet homme n'avait pas su être à la hauteur de la chance qu'il avait eue et que ça n'avait rien à voir avec Léa, absolument rien, et Léa avait hoché la tête avec ce sérieux particulier qu'elle avait déjà à cet âge et était retournée à son dessin sans poser d'autres questions. Ce matin, dans la sacristie de l'église Saint-Nizier, en voyant le visage de sa mère se contracter imperceptiblement à la vue de Frédéric, Anne pensa à ce soir-là. Juste à ce soir-là. Anne sortit de l'église par la petite porte latérale et traversa le parvis avec cette démarche qu'elle avait depuis l'enfance quand elle voulait que personne ne l'arrête, pas trop vite pour ne pas attirer l'attention, pas trop lente pour laisser le temps à quelqu'un de l'intercepter, et Frédéric la vit venir et ne bougea pas.
Il attendit debout au bas des marches avec les mains dans les poches de son manteau sombre, et il y avait dans cette immobilité quelque chose de préparé, de répété, comme s'il avait imaginé cette scène suffisamment de fois pour savoir exactement quelle posture adopter quand elle arriverait enfin. Elle s'arrêta à 2 mètres de lui. Il avait vieilli, pas mal, juste différemment, les tempes grises, quelques lignes autour des yeux qu'il n'avait pas à 38 ans, et il la regarda avec cette expression qu'Anne ne reconnut pas immédiatement parce qu'elle ne l'avait jamais vue sur son visage, quelque chose qui ressemblait à de la honte, mais qui n'en était peut-être pas, qui était peut-être simplement le résultat de 12 ans passés à savoir ce qu'il avait fait et à ne pas l'avoir réparé. « Anne !» dit-il. Elle ne répondit pas et attendit, parce qu'il avait fait ce trajet pour dire quelque chose et qu'elle voulait l'entendre dire, sans l'aider, sans lui fournir les mots qui lui manquaient, sans faire ce que les femmes comme elle avaient appris à faire depuis toujours, faciliter les conversations difficiles des gens qui avaient du mal à les commencer. Il dit qu'il avait appris pour le mariage, qu'il avait hésité longtemps avant de venir, qu'il comprenait que sa présence ici était une intrusion et qu'il ne cherchait pas à compliquer les choses, mais qu'il y avait quelque chose qu'il voulait dire en face, pas par lettre, pas par intermédiaire. En face, et ce quelque chose c'était qu'il regrettait, qu'il savait que ce mot ne couvrait pas ce qu'il avait fait mais qu'il n'en avait pas d'autre, et qu'il voulait connaître Léa si Léa un jour le souhaitait, pas pour se racheter parce qu'il savait que c'était impossible, mais parce qu'elle avait le droit de savoir qui il était et de décider elle-même ce qu'elle voulait faire de cette information. Anne l'écouta jusqu'à la fin sans l'interrompre, puis elle lui posa une question. « Comment tu savais pour le mariage ?» Quelque chose passa sur le visage de Frédéric, une hésitation brève, si brève qu'on aurait pu la manquer si on n'avait pas été attentif. Et Anne était attentive. Elle avait toujours été attentive aux hésitations des gens, parce que c'est dans les hésitations que se trouvait la vérité, pas dans les réponses préparées. Et cette hésitation dura exactement le temps nécessaire pour lui dire ce qu'elle avait besoin de savoir. « J'ai eu l'information, » dit-il simplement. « De qui ?» Il hésita encore, une fraction de seconde. « Ça n'a pas d'importance. » Anne le regarda une longue seconde, et dans ce regard il y avait tout ce qu'elle ne disait pas, la certitude qui venait de prendre une forme définitive, les 12 années qui se réorganisaient d'un seul coup autour de cette hésitation d'une fraction. Et Frédéric soutint ce regard avec une gêne croissante, comme quelqu'un qui comprend qu'il vient de dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire sans savoir exactement quoi. « Je vais y réfléchir, » dit Anne. Elle ne précisa pas à quoi elle allait réfléchir, pas à sa demande de voir Léa, pas à son discours sur les regrets, mais à cette hésitation, à ces 2 mots, à ce « ça n'a pas d'importance » prononcé par quelqu'un qui venait de comprendre que ça en avait beaucoup. Et elle tourna les talons et remonta les marches de l'église sans se retourner, et derrière elle, elle entendit Frédéric qui ne disait plus rien, qui ne l'appelait pas, qui la laissait partir comme il avait toujours su faire. Dans l'église, Étienne l'attendait dans l'allée centrale avec ce sourire tranquille qui ne l'était plus vraiment, et le père Marchetti était revenu à sa place devant l'autel, et les 80 invités regardaient Anne revenir vers eux avec cette robe blanche et cette expression sur le visage que personne dans cette salle ne savait très bien lire. Et Anne s'arrêta au milieu de l'allée et regarda Étienne. Et puis elle regarda sa mère assise au premier rang, avec les mains croisées sur les genoux et ce visage fermé qu'elle avait depuis que la berline s'était garée devant l'église, et elle comprit qu'il y avait 2 conversations qu'elle devait avoir avant la fin de cette journée, et qu'aucune des 2 n'était celle que tout le monde dans cette église attendait qu'elle ait. Le mariage n'eut pas lieu. Anne l'annonça au père Marchetti avec 3 phrases courtes, s'excusa auprès des invités sans entrer dans les détails, et quitta l'église Saint-Nizier à 12:10 avec sa robe blanche et son sac à main. Et Étienne ne dit rien dans le couloir de la sacristie quand elle lui annonça. Il hocha la tête avec ce calme qui n'était plus du tout du calme, mais de la stupeur. Et Anne lui dit qu'elle lui devait une vraie conversation, plus tard, quand elle aurait réglé ce qui était plus urgent. Elle rentra à l'appartement des Brotteaux, s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café qu'elle ne but pas, et resta là à reconstruire mentalement les 12 dernières années avec cette hésitation de Frédéric comme point de départ. Ça n'a pas d'importance. Les gens qui apprennent un mariage par des canaux normaux ne marquent pas de pause avant de répondre à la question de qui leur a donné l'information. Ils répondent naturellement parce qu'ils n'ont rien à cacher, et Frédéric avait marqué cette pause, brève,
Mais là, et Anne ne pouvait plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Elle remonta les années une par une et cherchait les moments où quelque chose n'avait pas tout à fait eu de sens, et ils étaient là, épars, discrets, le genre de détails qu'on range dans un coin de la mémoire sans leur accorder d'importance, parce qu'on est trop occupé à vivre. Cette fois où Michel avait dit au téléphone que les pères absents finissaient toujours par revenir, avec cette formulation qui n'était pas une généralité, mais une information déguisée en généralité. Cette autre fois où elle avait demandé si Anne avait des nouvelles du père, pas de cet homme, pas de Frédéric, mais du père, comme si elle savait que ce père existait quelque part de façon localisable et concrète. Anne se leva, alla dans la chambre, ouvrit le tiroir de la table de nuit où elle rangeait les choses qu'elle ne voulait pas perdre, et trouva sous une enveloppe de papier administratif une photo de Léa à 3 mois, celle que l'infirmière de la Croix-Rousse avait prise avec le téléphone d'Anne le jour de la sortie de la clinique. Léa emmaillotée dans sa couverture blanche, avec ce visage froissé et sérieux qu'elle avait déjà à cet âge, et Anne regarda cette photo un long moment en pensant à toutes les choses que Michel avait vues dans ce visage-là pendant 12 ans sans jamais dire ce qu'elle savait. Elle remit la photo dans le tiroir, retira sa robe de mariée, enfila un jean et un pull gris et prit son téléphone. Frédéric décrocha à la 2e sonnerie. « Est-ce que tu as été en contact avec ma mère ?» Le silence qui suivit dura 3 secondes, et dans ces 3 secondes, il y avait la réponse complète. Et quand il dit enfin « Anne, c'est compliqué », elle sut exactement ce que compliqué voulait dire, que oui, qu'il y avait eu un contact, que Michel savait depuis des années où il était, que ce silence de 12 ans n'était pas un silence naturel, mais un silence entretenu, choisi jour après jour, pendant que Léa grandissait sans père, et qu'Anne travaillait seule à la table de cette même cuisine après que sa fille s'était endormie. Depuis combien de temps ? Anne, depuis combien de temps elle avait ton numéro ? Un silence plus court cette fois. 7 ans, dit-il. Anne posa le téléphone sur la table sans raccrocher et resta un moment sans bouger. Et dehors, dans la rue des Brotteaux, un dimanche de novembre, il y avait ce silence particulier des villes quand tout le monde est ailleurs. Et elle pensa à Léa qui avait 5 ans quand Michel avait eu ce numéro pour la première fois, à toutes les fois où Léa avait demandé des choses sur son père avec cet air sérieux qu'elle avait déjà à cet âge, et à toutes les fois où Anne avait répondu honnêtement avec ce qu'elle savait, qui n'était pas grand-chose, qui aurait pu être davantage si quelqu'un avait voulu. Elle reprit le téléphone. « Merci, » dit-elle. Elle raccrocha et appela Michel. Michel décrocha au 3e appel, pas au premier comme elle le faisait d'habitude quand elle voyait le numéro d'Anne, et ce délai de 2 sonneries supplémentaires dit à Anne tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur l'état d'esprit de sa mère en ce moment. Elle savait. Elle attendait. Elle avait passé les 2 dernières heures à calculer ce qui allait arriver et à préparer ce qu'elle allait dire. « Anne !» dit Michel, et sa voix était posée, trop posée, avec cette maîtrise particulière qu'elle déployait dans les situations où elle sentait qu'elle n'avait pas le dessus, mais où elle refusait de le montrer. « Je sais que tu avais son numéro, » dit Anne sans préambule. « Depuis 7 ans. » Le silence qui suivit fut différent de tous les silences qu'il y avait eu entre elles jusqu'ici, pas le silence des négociations, ni celui des colères rentrées, mais quelque chose de plus nu, le silence de quelqu'un qui réalise que la conversation qu'il avait préparée n'est plus celle qui va avoir lieu. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit Michel. « Alors explique-moi ce que c'est. » Michel expliqua. Sa voix reprit progressivement cette assurance qu'elle avait quand elle construisait un argument, et elle dit que Frédéric l'avait contactée 7 ans plus tôt, qu'il voulait savoir comment allait Léa, qu'elle avait jugé qu'il valait mieux garder ce canal ouvert, au cas où, qu'elle n'avait jamais cherché à nuire à Anne, mais à protéger les possibilités, à laisser une porte entr'ouverte pour Léa si un jour elle voulait connaître son père, et qu'elle n'avait pas dit à Anne parce qu'Anne n'était pas prête à entendre ça, parce qu'Anne avait toujours eu du mal à accepter l'aide qu'on lui proposait. Anne écouta tout sans l'interrompre, puis elle dit « Tu m'as enlevé le choix. Je te protégeais. » Léa avait 5 ans quand il t'a appelé. Elle en a 12 maintenant. 7 ans où elle grandissait en me demandant pourquoi son père n'était jamais venu, et toi tu avais son numéro dans ton téléphone. Michel ne répondit pas immédiatement, et dans ce silence, Anne entendit quelque chose qu'elle n'avait presque jamais entendu chez sa mère, pas de la culpabilité,
Michel ne fonctionnait pas à la culpabilité, mais cette hésitation particulière des gens qui cherchent un argument et qui ne le trouvent pas, qui réalisent que le terrain sur lequel ils s'étaient préparés à combattre n'est pas celui où la conversation a lieu. « J'aurais pu me tromper », dit Michel finalement, et c'était la phrase la plus proche d'une concession qu'Anne lui avait jamais entendu prononcer, formulée de cette façon qui évitait soigneusement le mot « erreur » et le mot « faute », mais qui les contenait quand même, en creux entre les syllabes. « Oui, » dit Anne, « tu aurais pu. » Elle n'ajouta rien parce qu'il n'y avait rien à ajouter, parce que cette phrase de Michel était arrivée trop tard et dans une forme trop prudente pour changer quoi que ce soit à ce qui s'était passé, et parce qu'Anne avait appris depuis longtemps que certaines conversations n'avaient pas de conclusion satisfaisante, et que les forcer vers une résolution artificielle ne servait personne. « Je t'appellerai. » Elle raccrocha et resta assise un long moment à la table de la cuisine avec le téléphone posé devant elle, et ce silence de dimanche après-midi qui remplissait l'appartement, et elle pensa à Léa qui était chez une amie et qui rentrerait vers 18h avec cette façon qu'elle avait de poser son sac n'importe où en entrant et de commencer à parler avant même d'avoir retiré son manteau, et elle pensa qu'il y avait une conversation qu'elle allait devoir avoir avec sa fille, pas aujourd'hui, pas cette semaine peut-être, mais bientôt, une conversation honnête comme toutes les conversations qu'elles avaient eues depuis le début, et que cette conversation-là serait la plus difficile et la plus importante de toutes. Elle se leva, remplit la bouilloire et prépara du thé. Anne attendit une semaine avant d'aller chez sa mère. Pas parce qu'elle avait besoin de temps pour se calmer, elle était calme. Elle l'avait été depuis le dimanche de l'église avec cette clarté froide qui remplaçait chez elle la colère dans les situations importantes, mais parce qu'elle voulait être sûre de ce qu'elle allait dire et de la façon dont elle allait le dire, sans débordement, sans larmes, sans cette tendance qu'elle avait eue pendant des années à laisser sa mère reprendre le contrôle de la conversation au moment où elle perdait pied. Elle sonna à la porte du pavillon de Villeurbanne un samedi matin à 10h, Léa était chez Camille, et Michel ouvrit avec cette expression de quelqu'un qui attendait cette visite depuis une semaine et qui avait eu le temps de se préparer, et elle fit entrer Anne dans le salon avec ses gestes d'hôtesse qu'elle avait toujours dans les situations tendues, proposa du café, proposa de s'asseoir, comme si les formes pouvaient encore servir à quelque chose. Anne s'assit. Elle refusa le café. « Je ne suis pas venue pour qu'on s'explique, » dit-elle. « Je suis venue pour te dire ce que tu m'as fait. » Michel s'assit en face d'elle avec les mains croisées sur les genoux, ce geste qu'elle avait quand elle se préparait à écouter quelque chose de difficile en restant immobile, et Anne remarqua que ses mains n'étaient pas tout à fait immobiles, que les doigts se serrèrent légèrement l'un contre l'autre avec cette tension des gens qui font semblant d'être calmes et qui ne le sont pas vraiment. « Frédéric t'a appelé quand Léa avait 5 ans, » dit Anne. « Tu as pris son numéro. » « Tu ne m'as rien dit. Et pendant 7 ans, pendant que Léa me demandait pourquoi son père n'était jamais venu et que je lui répondais honnêtement que je ne savais pas, toi tu savais. Tu avais la réponse dans ton téléphone et tu ne me l'as pas donnée. » Michel ouvrit la bouche. « Laisse-moi finir, » dit Anne. Michel se tut. « Je ne te parle pas de l'argent, je ne te parle pas du mariage, je ne te parle pas d'Étienne, je te parle de Léa. De cet enfant qui a grandi en se demandant ce qu'elle avait fait pour que son père ne veuille pas la connaître et qui a posé cette question à table un soir avec 7 ans et un dessin de volcano devant elle et à qui j'ai répondu que c'était lui le problème, pas elle, parce que c'était la vérité et que je lui devais la vérité. Mais la vérité entière, je ne pouvais pas la lui donner parce que je ne l'avais pas. Toi, tu l'avais. » Le silence dans le salon était total, et Michel regardait ses mains croisées sur ses genoux, avec cette fixité des gens qui ont cessé de chercher quoi dire et qui attendent simplement que les mots de l'autre finissent de les atteindre. Et Anne vit sur le visage de sa mère quelque chose qu'elle n'avait vu que très rarement. Pas de la culpabilité, Michel n'était pas construite pour la culpabilité, mais cette expression particulière des gens qui réalisent que la version des événements qu'ils s'étaient racontés pendant des années ne tient plus, que les mots qu'ils avaient choisis pour justifier leur choix, protéger, préserver, laisser le temps, ne suffisent plus à couvrir ce qu'il y avait dessous. « J'ai pensé que c'était mieux, » dit Michel, et sa voix était différente, plus basse, sans cette assurance habituelle, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de la fatigue. « Mieux pour qui ?» Michel ne répondit pas. « Pas pour Léa, » dit Anne. « Pas pour moi. »
Alors mieux pour qui, maman? Ce mot « maman » qu'Anne prononçait rarement, sortit avec cette neutralité particulière des mots qu'on a tellement associés à la déception qu'ils ont fini par perdre leur chaleur. Et Michel leva les yeux vers elle pour la première fois depuis le début de cette conversation, et dans ce regard, il y avait quelque chose que Anne n'avait presque jamais vu chez sa mère. Pas des larmes, Michel ne pleurait pas facilement, mais cette vulnérabilité sèche et involontaire, des gens qui se retrouvent sans défense et qui ne savent pas quoi faire de cet état. Anne se leva. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, » dit-elle. « Mais je voulais que tu saches que je sais, et que Léa saura aussi, quand ce sera le bon moment, et que ce moment-là, c'est moi qui le choisirai. » Elle prit son manteau sur le dossier de la chaise et marcha vers la porte, et Michel ne se leva pas pour la raccompagner. Elle resta assise dans ce salon avec ses mains sur ses genoux et cette expression sur le visage qu'Anne emporta avec elle dans la voiture et qui ne la quitta pas de tout le trajet jusqu'au Brotteau. Ce n'était pas de la victoire. C'était autre chose, quelque chose de plus sobre et de plus durable, la sensation d'avoir dit ce qui devait être dit, à la bonne personne, au bon moment, avec les bons mots. Les semaines qui suivirent ressemblaient à ce moment particulier, après une tempête où le ciel est encore gris, mais où le vent est tombé, et on ne sait pas encore si c'est la fin ou une pause, et on avance quand même parce qu'on n'a pas d'autre option. Et Anne avançait. Elle avait toujours su faire ça mieux que le reste, avancer quand tout le monde autour d'elle attendait de voir ce qui allait se passer. Étienne était venu 2 fois à l'appartement dans les jours qui avaient suivi l'église, avec cette expression de quelqu'un qui cherche la formulation qui va remettre les choses en ordre, et Anne l'avait laissé parler, lui avait répondu honnêtement que ce n'était pas à cause de Frédéric ni de Michel que le mariage n'avait pas eu lieu, que c'était à cause de ce sourire tranquille qu'il avait eu dans le couloir de la sacristie pendant que tout s'effondrait autour d'elle, ce sourire qui signifiait qu'il regardait ailleurs. Et Étienne avait hoché la tête avec cette compréhension de surface des gens qui entendent ce qu'on leur dit sans vraiment le recevoir. Et il était reparti. Et Anne avait fermé la porte et n'avait pas pleuré parce qu'il n'y avait pas grand-chose à pleurer, juste quelque chose à accepter. Elle créa sa micro-entreprise un mardi matin de décembre, une démarche administrative qui prit 40 minutes et qui lui sembla presque dérisoire au regard de ce qu'elle représentait. 12 ans de compétences accumulées dans l'ombre d'autres gens qui signaient ce qu'elle préparait, et cette micro-entreprise avait un nom simple, Forestier Conseil, son nom à elle, celui qu'elle avait failli changer le jour du mariage et qu'elle avait finalement gardé sans y avoir vraiment réfléchi, comme si une partie d'elle avait su avant le reste. Les premiers clients vinrent par recommandation, une ancienne collègue qui gérait seule une petite association culturelle et qui avait besoin d'aide pour restructurer ses statuts, puis une amie de cette collègue qui montait une auto-école et qui ne comprenait rien aux obligations comptables des indépendants, et Anne travaillait à la table de la cuisine après que Léa s'était endormie, et l'argent était juste, pas suffisant encore pour oublier les fins de mois, mais juste, et Anne avait depuis longtemps appris à faire la différence entre ce qui était difficile et ce qui était impossible. Léa ne posa pas de questions sur le mariage qui n'avait pas eu lieu, pas directement, mais elle observait sa mère avec cette attention particulière qu'elle avait depuis toujours. Et un soir, en rentrant de chez Camille, elle déposa sur la table de la cuisine un dessin qu'elle avait fait à l'école. Anne assise à son bureau avec autour d'elle des papiers et une tasse de café, et cette expression concentrée qu'elle avait quand elle travaillait, et en bas du dessin, Léa avait écrit en lettres « Maladroite ma maman qui travaille fort », et Anne avait regardé ce dessin un long moment avant de le poser sur le réfrigérateur avec un aimant, à côté de la photo de Léa bébé qu'elle avait montée là des années plus tôt et qu'elle n'avait jamais enlevée. Daniel habitait au 4e depuis 2 ans, et Anne le croisait dans l'escalier 2 ou 3 fois par semaine, sans qu'ils aient jamais échangé plus que quelques phrases « Bonjour, il fait froid, vous avez vu le gardien ?» Ces conversations de palier qui n'engagent à rien et qui créent quand même une forme de familiarité avec le temps, et un soir de janvier, il sonna à sa porte pour rapporter un colis mal livré, et resta 20 minutes parce que la conversation était agréable, et il parlait de ses 2 filles avec cette façon directe et sans apitoiement des gens qui ont traversé quelque chose de difficile et qui ont décidé de ne pas en faire leur identité. Et Anne l'écouta avec une attention qu'elle ne s'était pas attendue à avoir.
Et quand il repartit, elle referma la porte et pensa que c'était la première conversation depuis longtemps où elle n'avait pas eu à expliquer quoi que ce soit sur elle-même, où elle avait simplement été là, présente, sans le poids de tout le reste. Il revint 2 semaines plus tard avec une bouteille de vin et une excuse raisonnable, et Anne le fit entrer parce qu'elle n'avait pas envie qu'il reparte, et ils parlèrent pendant 2 heures à la table de la cuisine avec les verres devant eux, et Léa endormie dans sa chambre. Et Daniel ne posa pas de questions sur le mariage, sur Michel, sur Frédéric, soit parce qu'il ne savait pas, soit parce qu'il avait compris que ce n'était pas ce dont elle avait besoin ce soir-là. Et Anne ne sut jamais lequel des deux c'était, et décida que ça n'avait pas d'importance. Un dimanche de février, Léa rentra de chez Camille, et trouva Daniel assis à la table de la cuisine avec sa mère, et elle le regarda une seconde avec cet air évaluateur qu'elle avait déjà à 12 ans, puis elle dit « Bonjour », posa son sac dans l'entrée, et alla dans sa chambre sans commenter. Et Anne entendit depuis la cuisine la musique qui commençait doucement derrière la porte fermée. Et elle comprit que c'était une forme d'approbation. Ce fut un soir de mars, un mercredi. Camille n'était pas venue ce jour-là, et Léa avait passé l'après-midi seule dans sa chambre avec ses devoirs et sa musique. Et au dîner, elle mangea en silence avec cette concentration appliquée qu'elle avait parfois quand elle préparait quelque chose, et Anne la regarda sans rien dire, parce qu'elle avait appris depuis longtemps à reconnaître le silence de Léa qui réfléchit du silence de Léa qui souffre. Et celui-là était le premier, celui d'une fille qui choisissait ses mots. Ce fut après le dîner, pendant qu'Anne rangeait les assiettes et que Léa était encore à table avec son verre d'eau devant elle, que la question arriva. « Pourquoi il n'est jamais venu ? Pas est-ce que j'ai un père, pas où est mon père, mais pourquoi il n'est jamais venu ?» Et dans cette formulation, il y avait tout ce que Léa savait déjà, que cet homme existait, qu'il avait fait un choix, et que ce choix n'était pas une fatalité mais une décision. Et Anne posa les assiettes dans l'évier et se retourna vers sa fille, et vit sur son visage cette expression qu'elle connaissait depuis que Léa avait 7 ans et qu'elle lui avait demandé la même chose. Pour la première fois, ce sérieux particulier des enfants qui posent les vraies questions et qui sont prêts à recevoir les vraies réponses. Anne s'assit en face d'elle. « Tu veux la version courte ou la version entière ?» Léa la regarda. « La version entière. » Alors Anne lui dit tout, pas avec les mots qu'elle avait préparés parce qu'elle n'avait pas préparé de mots, avec les mots qui venaient dans l'ordre où ils venaient, Frédéric, le cabinet rue Sala, les 8 mois, le parking souterrain un mardi matin, la mutation à Bordeaux, le silence, l'appartement des Brotteaux, la clinique de la Croix-Rousse un jeudi de février, l'infirmière qui avait tendu Léa dans sa couverture blanche avec personne dans la salle d'attente, les années qui avaient suivi. Avec les fins de mois calculées, et les livres de la bibliothèque et les vacances en Ardèche, et puis l'église Saint-Nizier, la berline noire, Frédéric qui descendait avec ses tempes grises et cette façon de tenir les épaules qui n'avait pas changé, et la question qu'Anne lui avait posée sur le parvis, et l'hésitation d'une fraction de seconde avant qu'il réponde. Et puis Michel. Anne dit ça aussi, simplement, sans chercher à atténuer ni à dramatiser, que sa grand-mère avait eu le numéro de Frédéric pendant 7 ans et ne le lui avait pas dit, et que ce n'était pas une erreur d'inattention mais un choix, et qu'Anne avait eu cette conversation avec Michel, et que les choses entre elles étaient moins compliquées maintenant. Pas impossible, compliquées. Et que Léa n'avait pas à choisir de camp parce qu'il n'y avait pas de camp. Juste des gens qui avaient fait des choix et qui allèrent devoir vivre avec. Léa écouta tout sans l'interrompre, les mains à plat sur la table, les yeux sur sa mère, et Anne ne sut pas exactement à quel moment sa fille avait cessé d'être une enfant et était devenue cette personne en face d'elle qui écoutait avec une attention totale et sans dramatiser, et elle pensa que c'était peut-être ce qu'on transmettait sans le savoir quand on répondait honnêtement aux questions depuis le début. « Est-ce qu'il veut me voir ?» Il a dit que oui. Que c'était à toi de décider. Léa hocha la tête et regarda son verre d'eau un moment. « Pas maintenant, » dit-elle. « D'accord. Peut-être plus tard. »« D'accord. »« Et mamie ?»« Mamie t'aime, » dit Anne. Et c'était vrai, c'était la chose la plus compliquée et la plus vraie à la fois, que Michel aimait Léa à sa façon, cette façon qui avait ses limites et ses zones d'ombre et ses choix discutables, mais qui existait quand même. Et Léa méritait de savoir ça aussi, pas seulement le reste. « Je sais, » dit Léa. Elle se leva,
porta son verre à l'évier, le rinça, le posa sur l'égouttoir et dit qu'elle allait finir ses devoirs. Et Anne la regarda traverser la cuisine avec ce dos droit qu'elle avait depuis toute petite et disparaître dans le couloir, et elle entendit la porte de la chambre se fermer doucement, pas claquer, doucement, et derrière cette porte, la musique reprit au bout de quelques minutes, pas la même que d'habitude, quelque chose de plus lent et de plus calme, et Anne resta assise à la table de la cuisine dans ce silence de mercredi soir et pensa que sa fille allait bien, pas parfaitement, pas sans question, mais bien, et que c'était suffisant pour ce soir. Le printemps arriva sans prévenir, comme il le fait toujours à Lyon, pas progressivement mais d'un seul coup, un matin où l'air a une qualité différente et où on comprend en ouvrant la fenêtre que quelque chose a changé pendant la nuit sans qu'on l'ait vu venir. Et Anne ouvrit la fenêtre de la cuisine ce matin-là et resta un moment les mains appuyées sur le rebord à regarder la rue des Brotteaux, qui se réveillait avec ce soleil d'avril qui n'avait plus rien à voir avec celui de novembre. 6 mois s'étaient passés depuis l'église Saint-Nizier. Forestier Conseil avait maintenant 7 clients réguliers, pas beaucoup, suffisamment, et Anne travaillait à la table de la cuisine le matin avant que Léa se lève et parfois le soir après qu'elle s'était endormie. Et il y avait dans ce travail quelque chose qu'elle n'avait jamais eu dans aucun des postes qu'elle avait occupés avant, pas de la fierté exactement, quelque chose de plus discret et de plus solide, la sensation que ce qu'elle construisait lui appartenait vraiment, que personne ne pouvait la convoquer dans un bureau un lundi matin pour lui dire que les choses allaient changer. Michel avait envoyé une lettre en février, 4 pages manuscrites avec cette écriture serrée qu'elle avait depuis toujours, et Anne l'avait lue en entier, debout dans l'entrée avec son manteau encore sur le dos, et il y avait dans ces 4 pages des explications et des justifications, et 2 phrases qui ressemblaient à des excuses sans tout à fait en être, et Anne avait plié la lettre soigneusement, l'avait rangée dans le tiroir de la table de nuit, sous la photo de Léa bébé, et n'avait pas répondu, pas encore, peut-être un jour, peut-être pas, et cette incertitude ne lui pesait plus comme elle lui avait pesé pendant des années, elle était juste là, en attente, à sa place. Frédéric avait envoyé un message à Anne en mars pour demander si Léa avait réfléchi, et Anne avait transmis le message à Léa, et Léa avait dit pas encore, et Anne avait répondu pas encore à Frédéric, et c'était tout. 3 mots qui signifiaient que la porte n'était pas fermée et qu'elle ne s'ouvrirait que quand Léa serait prête, à son rythme à elle, dans son temps à elle, et Anne trouvait dans cette formulation une justesse qui lui convenait parfaitement. Un dimanche d'avril, elles allèrent toutes les deux au marché de la Croix-Rousse, Léa avec ses cheveux lâchés et ses baskets blanches qu'elle avait réclamées pendant 3 mois, Anne avec son café dans un gobelet en carton parce que c'était dimanche, et que le dimanche elle s'accordait ce genre de choses. Et elles marchèrent entre les étals, avec ce soleil de printemps qui donnait à toutes une qualité différente, aux tomates, aux fleurs, au visage des gens, et Léa parla pendant tout le trajet de Camille et d'un projet de vidéo qu'elle voulait faire ensemble et d'une chanson qu'elle avait découverte la veille et qu'elle voulait faire écouter à Anne dans la voiture sur le chemin du retour. Elles s'arrêtèrent devant un étal de fleurs et Léa choisit un bouquet de pivoines roses parce qu'elle trouvait que l'appartement manquait toujours de couleurs, et Anne paya sans regarder le prix parce qu'il y avait des choses pour lesquelles elle avait décidé de ne plus regarder le prix, pas beaucoup, quelques-unes, les fleurs en faisaient déjà partie. Et Léa serra le bouquet contre elle avec cette satisfaction tranquille qu'elle avait quand les choses se passaient comme elle l'avait imaginé. Sur le chemin du retour, dans la voiture, Léa brancha son téléphone sur la radio et fit écouter à Anne cette chanson qu'elle avait découverte, quelque chose de lent et de lumineux, avec une voix de femme qui chantait des choses qu'Anne ne comprit pas entièrement parce que le volume n'était pas assez fort. Mais la mélodie était belle, et Léa chantonnait en regardant par la fenêtre les rues de Lyon défiler sous ce soleil d'avril. Et Anne conduisit sans rien dire, en pensant que c'était ça. Exactement ça, ce dimanche ordinaire et lumineux avec ses pivoines sur la banquette arrière, et cette chanson qu'elle ne connaissait pas, et le profil de Léa qui regardait dehors, c'était ce qu'elle avait construit sans le savoir pendant toutes ces années, où elle avait cru ne construire que la survie. Elle ne s'était pas trompée. Elle avait juste construit plus grand que prévu. Anne et Léa. Un bouquet de pivoines sur la banquette arrière. Une chanson que personne ne connaissait encore. C'est là que nous les laissons. Si cette histoire vous a touché,
Si vous avez reconnu quelqu'un dans Anne, dans Michel, dans ce silence qui dure trop longtemps entre deux personnes qui s'aiment mal, dites-le nous dans les commentaires. Votre avis compte vraiment et il aide d'autres personnes à trouver ces histoires. À très bientôt.